Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, vous connaissez, c'est un VPN, c'est un service qui vous permet de vous connecter à Internet en faisant croire au reste d'Internet que vous n'êtes pas là où vous êtes. Ça, on l'a déjà vu, voilà. Et ça vous permet d'avoir accès notamment à des sites, des services ou des contenus qui sont disponibles dans d'autres pays, mais pas dans votre pays. Genre, les Harry Potter, ils sont pas disponibles sur le Netflix français, mais ils sont disponibles sur le Netflix au Royaume-Uni. VPN Royaume-Uni, hop, Harry Potter. Mais NordVPN, ça vous permet de faire d'autres choses que ça. Et oui, notamment, il est absolument pas interdit, par exemple, en France, de vous connecter à NordVPN en France. Sur un serveur NordVPN français. Et pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, votre connexion à NordVPN, votre connexion au serveur NordVPN, est chiffrée. Et ça veut dire que si vous êtes dans un espace public ou sur un Wi-Fi public, genre le Wi-Fi d'un bar ou dans une gare, un aéroport, un train, enfin peu importe, vous limitez le risque qu'un tiers mal intentionné également sur le même Wi-Fi que vous aille sniffer un petit peu votre activité sur Internet. Et notamment y récupérer votre identifiant et votre mot de passe. Tiens, d'ailleurs, avec l'abonnement Plus de NordVPN, vous avez accès à NordPass, qui est un gestionnaire de mots de passe qui va générer des mots de passe, tanner sa mère à chaque fois que vous en avez besoin, stocker ces mots de passe de façon sécurisée et disponible pour vous, et analyser le web pour voir si vos informations personnelles se retrouverait pas dans une base qui aurait fuité quelque part. Auquel cas, ils vous préviennent de dire « Ah, ce serait peut-être bien de changer ton identifiant et ton mot de passe de telle plateforme qui s'est faite griller. » De plus, NordVPN a une politique de no-log. C'est-à-dire qu'il ne stocke aucune information sur votre activité sur Internet. Je vous le traduis en français, hein, vous pouvez aller autant que vous voulez sur des sites porno, personne ne vous surveille. Si vous êtes majeur, avec votre abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément. Alors évidemment, votre téléphone, votre ordinateur, mais tablette, téléconnecté, etc. Et voilà, il y aurait sans doute plein d'autres choses à dire encore, mais d'abord j'ai pas envie que la sponsor dure 1h30, et ensuite je vais en garder aussi sous le coude pour la prochaine fois que je serai sponsorisé par NordVPN, voilà, pour que je vous donne pas toujours juste les mêmes infos. C'est important que vous appreniez des trucs à chaque fois. Si vous utilisez le lien qui est dans la description, attention, il faut utiliser le lien qui est dans la description, vous bénéficiez de 4 mois supplémentaires, donc gratuits, sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Et bien évidemment, comme d'habitude, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour dire « Bon bah non, j'ai pas envie » et vous faire rembourser. Merci à NordVPN de me faire à nouveau confiance, et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo de Noël. Oui. Ho ho ho! Les gens, c'est bientôt Noël. Aussi, j'ai décidé, une fois n'est pas coutume, de faire un véritable épisode de Noël. Oui. Alors, préparez le vin chaud, si vous aimez ça. Moi, perso, j'ai jamais compris le délire, je trouve ça dégueu. Ouais, et en plus, ça pue. Ouais, ça pue presque plus fort que la raclette. Oh, la vache, là, je viens de penser à un combo vin chaud raclette, là, ça m'a fait une remontée gastrique. C'est fini, oui. Vous allez pas me plomber comme ça l'ambiance de Noël, non? C'est une fois par an, bordel. Pardon. Donc, je disais, épisode de Noël, faites chauffer les guirlandes, préparez les chamallows à faire griller sous la cheminée, préparez des cookies à laisser pour le Papa Noël. Les gens, aujourd'hui, on parle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et générique. Bon, avant toute chose, pour comprendre ce qui s'est passé à Tchernobyl, il faut déjà commencer par comprendre comment ça marche une centrale nucléaire. Normalement. Quand il n'y a rien qui pète. Et pour comprendre comment fonctionne une centrale nucléaire, il faut déjà commencer par comprendre comment fonctionne une centrale pas nucléaire. Une centrale qui produit de l'électricité. Mais pas nucléaire. Oui, parce que vous allez voir, spoiler, mais en gros le principe, c'est plus ou moins toujours le même. Faire chauffer de l'eau! Le principe d'une centrale hydroélectrique est assez simple. Vous vous mettez à un endroit où de l'eau coule naturellement. Une rivière. Vous vous mettez à côté d'une rivière. Et vous faites comme le gosse qu'on avait envie de claquer là dans les pubs pour les Knacky Herta. C'est-à-dire que vous mettez un dispositif que l'eau qui coule va faire tourner. Et ce machin qui tourne, vous lui collez un aimant au cul, et donc cet aimant tourne, et autour de cet aimant qui tourne, vous collez des bobines de fil électrique. Là, on vous l'a fait super simple, là, on est d'accord. L'aimant qui tourne, on appelle ça un rotor, parce que ça tourne. Et les fils électriques autour qui tournent pas, on appelle ça un stator, parce que ça tourne pas. Et l'ensemble rotor plus stator, ça s'appelle un alternator. Non, un alternateur. Un alternateur. Et il se trouve que l'aimant qui produit un champ magnétique, en tournant, il fait varier ce champ magnétique. Ce qui induit un courant électrique dans les bobines de fil électrique, ça c'est la loi de Faraday, CF la vidéo de Maxwell, le lien est dans la description. Et voilà, là vous avez du courant électrique. Alors, c'est sûr, c'est pas ultra efficace,
Mais c'est un premier pas. Et très vite, vous allez comprendre que plutôt qu'utiliser le courant de l'eau, ce serait peut-être plus efficace d'utiliser la gravité à côté d'une chute d'eau. Et ce n'est d'ailleurs pas du tout un hasard si la première centrale hydroélectrique au monde sera construite au bord des chutes du Niagara. Une centrale conçue par un certain Nikola Tesla. Et puis même, au bout d'un moment, vous allez vous dire que vous avez peut-être envie de construire votre centrale là où vous voulez, en fait. Et que vous avez le droit aussi de vouloir contrôler le débit de l'eau selon vos besoins. Et que vous allez commencer à construire un barrage, justement, dans ce but-là. Voilà. Et là, donc, on est évidemment bien plus propre niveau technologique que cette connerie de moulin à eau, de ce petit con là des pubs Knakirta. Voilà, vous utilisez des turbines, mais sinon, le principe reste le même. Et donc ça là, c'est les centrales hydroélectriques. Voilà, parce que juste après avoir dit que le principe c'était faire chauffer de l'eau, je trouvais ça approprié de commencer par le système qui fait pas du tout chauffer d'eau en fait. Ce qui nous amène aux centrales thermiques. Bon, bah là, plutôt que de construire un barrage, oui, parce que c'est quand même un petit peu d'infrastructure de construire un barrage, faut pas croire. Bah déjà, faut une rivière, faut une vallée en contrebas, il faut aussi que la vallée soit entourée de montagnes pour pouvoir délimiter le barrage. Et si jamais il y a un patelin en contrebas, il faut le déplacer, faut faire bouger les gens. Non, c'est un merdier. En Chine, dans la province de Hubei, a été construit entre 2003 et 2012 le barrage dit des Trois Gorges. Un barrage de 185 mètres de haut et quasiment 2400 mètres de large. Et selon les chiffres officiels, ce sont 1,8 million de personnes qu'il a fallu déplacer pour la construction de ce machin. 15 villes, 116 villages. Ils rigolent pas les Chinois. Alors après, oui, la centrale hydroélectrique qu'ils ont collée au cul de ce barrage, c'est la centrale hydroélectrique la plus puissante au monde. Oui. Mais la NASA a quand même calculé que le volume du bassin d'eau, derrière le barrage, rallongeait la durée d'une journée terrestre de 0,06 microsecondes. Alors 0,06 microsecondes, c'est pas grand-chose, mais on parle quand même d'un barrage qui ralentit la rotation de la Terre. Donc, barrage merdier. Alors qu'il y a un système plus simple, consistant toujours à se coller à côté d'une rivière, ça change pas, il faut de l'eau. Mais plutôt que faire tourner des turbines avec de l'eau qui coule, on se dit qu'on peut faire chauffer cette eau et faire tourner les turbines avec de la vapeur d'eau. Et donc on met en place des centrales à faire chauffer de l'eau. D'où leur nom de centrale thermique. Et alors, pour faire chauffer de l'eau, globalement, vous avez 3 méthodes. Le bois, le charbon, le gaz. Bon, en vrai, si je veux vraiment être complet, vous avez d'autres méthodes. Vous pouvez utiliser, vous pouvez concentrer l'énergie solaire, par exemple, en utilisant des centrales solaires thermodynamiques. Vous avez également les centrales géothermiques qui utilisent l'énergie géothermique profonde. C'est la chaleur des sous-sols. Mais pareil, c'est pour faire chauffer de l'eau. Et après, alors là, vous avez carrément le moteur thermique. C'est-à-dire vous prenez un moteur diesel, vous le faites tourner, il fait tourner des turbines. Alors ça, ok, ça peut être bien pour un générateur individuel, mais vous n'allez pas électrifier un pays avec ça, qu'il faut pas déconner non plus. Et donc, bois, charbon, gaz. Principe éminemment simple. Vous prenez votre bois, votre charbon, votre gaz, j'en ai rien à foutre, vous mettez une flamme dessus, vous faites cramer le tout, mettez de l'eau au-dessus, ça fait chauffer de l'eau, ça produit de la vapeur d'eau fait tourner une turbine, et puis là, de nouveau, alternateur, courant électrique, vous produisez l'électricité, merci, bonne journée. L'inconvénient de ce système, outre le fait qu'il faut l'alimenter continuellement en bois, en charbon et en gaz, alors que la gravité qui fait tomber l'eau, ça coûte rien, je veux dire, c'est que dalle. Je dirais surtout que le système est... Comment dire? Disons que la pollution est présente. Mais bien. Et en plus, c'est super dangereux. Ouais, enfin, pardon, mais ça reste quand même vachement moins dangereux que le nucléaire. Alors, même si on prend en compte Tchernobyl et Fukushima, les centrales à charbon tuent 820 fois plus de monde que les centrales nucléaires. Ah bon? Centrale à charbon, 24,6 morts par térawattheure. Centrale nucléaire, 0,03. Oui, ok, mais enfin, le nucléaire... Si on avait remplacé le charbon par le nucléaire au début des années 70, on aurait sauvé environ 1,8 million de personnes dans le monde. Oh, tu fais quoi, là? Oh, je surveille les commentaires, quelque chose me dit que ça va réagir, là. Bref, vous l'aurez compris, les centrales thermiques, ça fonctionne, oui, c'est vrai, ça fonctionne. Mais déjà, il faut une race de combustible en permanence, ça pollue sa grand-mère, et en plus, c'est hyper dangereux. Bref, ce serait sans doute mieux d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux. Enfin, plus efficacement, quoi. Une centrale nucléaire, alors c'est con à dire, mais ça consiste, comme toutes les centrales thermiques, à faire chauffer de l'eau. Utilisez la puissance du soleil pour faire chauffer de l'eau. Alors, techniquement, c'est pas la puissance du soleil. Ah non? Non, la puissance du soleil, c'est plutôt la fusion nucléaire. Tandis que les centrales nucléaires,
c'est la fission nucléaire. Si vous balancez un neutron sur un atome bien lourd, et que ce neutron casse cet atome, ça libère de l'énergie, notamment de la chaleur, et ça s'appelle la fission nucléaire. Si, de plus, cette collision libère 2 ou 3 neutrons, ça fait 2 ou 3 neutrons qui peuvent aller casser d'autres atomes, d'autres gros atomes, et ça c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Et si vous avez une réaction en chaîne que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, si maintenant vous décidez de coller 2 atomes l'un à l'autre, mais attention, là on parle de littéralement les coller l'un à l'autre, alors que naturellement ils veulent pas du tout, Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez une pression quand même assez folle. Ce qui signifie une température assez folle. Mais si vous arrivez à le faire, ces 2 atomes fusionnent en un atome plus gros et libèrent de l'énergie. Et ça, c'est la fusion nucléaire. Et ce serait bien d'avoir des centrales nucléaires à fusion nucléaire. Ce serait vraiment très bien. Le problème, c'est que pour amorcer une fusion nucléaire, aujourd'hui, il faut tellement d'énergie que, en fait, c'est pas du tout intéressant. Genre une bombe atomique à fusion nucléaire, pour amorcer la fusion nucléaire, il faut y coller une bombe atomique à fission nucléaire. Pour amorcer la fusion. C'est vous dire. Et donc, pas la puissance du soleil. Bon, en vrai, maintenant, si on détaille un peu, oui, s'il te plaît, un peu, pas trop. Alors, ok, donc on comprend que la centrale nucléaire va utiliser la fission nucléaire pour faire chauffer de l'eau, et à partir de là, vapeur, turbine, alternateur, courant électrique, merci mémé. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire chauffer de l'eau avec de la fission nucléaire? Je veux dire, on fait pas péter des bombes atomiques dans les centrales nucléaires, si? Oula, non. Eh pour faire chauffer de l'eau dans une centrale nucléaire, il nous faut un réacteur nucléaire. Bon, un réacteur nucléaire, c'est bon, on a compris, on a compris. Il va falloir que ça fasse suffisamment de chaleur pour faire chauffer de l'eau. Ok? Et alors, comment ça marche? L'idée, c'est de disposer de combustible nucléaire et de lui faire amorcer une réaction en chaîne de fission nucléaire. Et alors, pour ce qui est du combustible, évidemment, il faut un matériau approprié, et en l'occurrence, ça va être de l'uranium ou du plutonium. Et l'uranium peut être naturel, faiblement enrichi, ou fortement enrichi. L'uranium, comme beaucoup d'autres éléments, peut exister sous plusieurs formes différentes, ce qu'on appelle des isotopes. Alors vous vous rappelez, on en a déjà parlé plein de fois, ce qui fait les caractéristiques d'un atome, c'est le nombre de protons qu'il a dans son noyau, qui correspond d'ailleurs au nombre d'électrons qu'il a autour de son noyau. Mais dans le noyau, il n'y a pas que des protons, il y a également des neutrons. Et l'ensemble forme ce qu'on appelle les nucléons. Et si vous faites varier le nombre de protons dans un atome, vous changez la nature même de l'élément. Par exemple, vous prenez un atome de carbone 6, si vous lui ajoutez un proton, vous vous retrouvez avec de l'azote 7. Mais si maintenant vous modifiez le nombre de neutrons dans le noyau, fondamentalement, vous restez sur la même nature d'atome. Et là, vous avez un isotope. Par exemple, le carbone le plus classique dans la nature a 6 protons et 6 neutrons, ça fait 12 nucléons en tout, ce qu'on appelle le carbone 12. Mais si vous lui ajoutez 2 neutrons dans le noyau, vous vous retrouvez avec du carbone 14. Ce fameux carbone 14 qui permet, entre autres choses, de dater les vieux machins. Comme Sébastien, vous avez le droit, ou Gontran H de Gontran H. Bon, l'uranium, dans sa version la plus classique, c'est l'uranium 238. 92 protons, 146 neutrons. Et l'uranium moins classique, l'uranium 235, 92 protons toujours, mais cette fois-ci 143 neutrons, c'est celui-ci, le 235, qui est fissile, et qui permet de déclencher une réaction en chaîne de fission nucléaire. Dans l'uranium naturel, on trouve en gros 0,7% d'uranium 235, ce qui est pas ouf. L'uranium faiblement enrichi, c'est environ 3, 4, peut-être 5% d'uranium 235. Et ça, c'est suffisant pour les centrales nucléaires. Et enfin, alors là, vous avez l'uranium fortement enrichi, donc là, vous avez jusqu'à 90% d'uranium 235. Donc là, on est sur de la qualité militaire, et je pense que le nom parle de lui-même quant à l'usage réservé à ce type d'uranium. C'est pour ça que le monde a un peu gueulé quand il s'est rendu compte que la République islamique d'Iran avait enrichi de l'uranium à 60% pour sa centrale nucléaire civile pour produire de l'électricité. Des commentaires? Tu veux pas savoir. Donc vous avez du combustible fissile, sous forme de barres, qu'on appelle aussi des crayons. Alors, précisément, vous avez des pastilles de dioxyde d'uranium que vous empilez dans des tubes en zirconium de 4 mètres de long, et ces tubes, on appelle ça les gaines, et l'ensemble, gaine plus pastille, c'est ça qu'on appelle un crayon. Et en gros, vous imaginez 250 crayons réunis, et là, vous avez le cœur d'un réacteur nucléaire. À ce stade, normalement, simplement par vous-même, il y a déjà 2-3 trucs que vous comprenez. Déjà d'une,
Vaut mieux pas trop traîner trop proche de ce machin-là, parce qu'il y a tout de même moyen que ce soit un peu radioactif. Oui. Et de deux, il vaut mieux de toute façon pas être à côté quand la réaction en chaîne va commencer, parce que on est d'accord qu'une réaction en chaîne, ça s'arrête pas, si? Alors, fort heureusement, si. Oui, parce qu'avoir du combustible nucléaire, c'est pas le seul truc dont vous avez besoin dans votre réacteur nucléaire. Hein. Mais oui, parce que si vous amorcez une réaction en chaîne sans aucun contrôle, aussi, il vous faut quelque chose pour contrôler cette réaction en chaîne. Et là, en gros, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous êtes en mesure d'empêcher l'uranium-235 de se désintégrer, et là, je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas la solution qu'on a envisagée. Soit on est capable d'empêcher que les neutrons qui se baladent aillent casser d'autres atomes. Et ça, c'est la solution qu'on a retenue. On utilise ce qu'on appelle des absorbeurs de neutrons. Ce sont des éléments, comme par exemple le bore, qui non seulement sont capables d'absorber un neutron sans devenir instable, mais qui de plus acceptent très facilement et très volontiers d'absorber un neutron. Et là, vous comprenez que si on a suffisamment de ce machin-là, on est non seulement capable de contrôler une réaction en chaîne, mais en vrai, on est même capable de l'arrêter complètement. Oui. Bah oui, parce que c'est une fission d'atomes à libérer 3 neutrons et que vous absorbez les 3 neutrons, ça y est, votre réaction en chaîne, elle est terminée. Et donc, entre nos crayons d'uranium ou de plutonium, c'est selon, vous laissez de la place pour accueillir ce qu'on va appeler des barres de contrôle. Alors, ça peut être dans des matériaux différents, mais par simplicité, on va dire que c'est du bore. Et ces barres de contrôle, vous pouvez les glisser au-dessus du réacteur, et vous pouvez les faire descendre jusque dans le cœur du réacteur pour contrôler plus ou moins de quelle façon vous voulez ralentir ou stopper complètement la réaction en chaîne. En gros, plus elles sont présentes entre les crayons, plus elles font chier la réaction en chaîne. Ah, et est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on les met au-dessus plutôt que en dessous, par exemple, ou par le côté? Tout simplement parce que comme ça, même en imaginant toutes les défaillances possibles, même si plus aucun système électrique ne fonctionne, la gravité pourra toujours faire tomber ces barres de contrôle dans le cœur du réacteur nucléaire. C'est une sécurité. Genre, en gros, en cas d'urgence, il faut 2 secondes pour que ça se mette en place, et alors l'effet, il est quasi instantané, en fait. Et donc, à partir de là, vous avez votre réacteur nucléaire, vous amorcez la réaction en chaîne, vous la contrôlez comme vous voulez, vous faites chauffer de l'eau, la vapeur vapote, la turbine turbine, l'alternateur alternate, production d'électricité, merci, bonne journée. Et en termes de pollution, au quotidien, ça produit de la vapeur d'eau. Ça va aller niveau pollution ou pas? Et à la fin, vous vous retrouvez avec des barres de combustible appauvries. Oui. Et alors que dans le reste du monde, on cherche à déterminer la meilleure façon de se débarrasser de ces barres appauvries, qui sont tout de même des déchets nucléaires, il faut être clair. En France, on sait les recycler pour refabriquer du combustible nucléaire. On recycle 96% de la barre appauvrie. Alors ok, ça laisse tout de même 4% de déchets, mais putain, cocorico, quoi. Et juste, parce que sinon, je pressens qu'on va m'emmerder. Je te confirme, on n'est pas sur une vidéo calme, là. Parlons 2 secondes de déchets nucléaires. Bon, faisons ça calmement et sereinement, et sans se fâcher avec personne. Si vous acceptez le fait qu'en matière de nucléaire, Greenpeace vous dit de la merde depuis des décennies, ça va bien se passer. Oh putain! Clairement, les déchets nucléaires, il faut les enfouir. Alors voilà, faut pas les enfouir n'importe comment, faut pas les enfouir n'importe où, pas à n'importe quelle profondeur, mais il faut les enfouir. Oui, mais ça reste tout de même dangereux, c'est-à-dire que même si ça représente que X piscines olympiques, je sais pas pourquoi on compte en piscines olympiques, mais même si ça représente que X piscines olympiques par siècle, ça tabasse quand même l'écosystème, l'environnement, les moustiques. Alors non, je le répète, faut pas faire ça n'importe comment, mais sur le principe, c'est pas mauvais pour la planète. Et vous savez comment je le sais? Parce que la planète le fait déjà. Il y a environ 2 milliards d'années, il y avait des réacteurs nucléaires qui tournaient sur Terre. Enfin, sous la Terre. Des réacteurs nucléaires naturels. Oui, il y avait des réactions en chaîne de fission nucléaire et des réactions auto-entretenues bien avant qu'on soit là pour en parler. C'est le cas, par exemple, des réacteurs nucléaires naturels d'Oklo, au Gabon. On a retrouvé dans la mine d'uranium d'Oklo des résidus fossiles de ces réacteurs nucléaires. Et ces réacteurs ont absolument pas empêché l'apparition de la vie, y compris à Oklo. Pour plus d'informations, je vous invite à poncer les vidéos de Jean-Marc Jancovici. De toute façon, ça peut pas vous faire de mal. Enfin, sauf si vous êtes de chez Greenpeace. Mais arrête, putain! Et donc, Tchernobyl. Bon, déjà pour le contexte, la centrale nucléaire de Tchernobyl est une centrale à réacteur de type RBMK pour réacteur de grande puissance à tube de force. C'est un machin de conception soviétique
qui permettait de produire vraiment beaucoup d'électricité. C'est-à-dire que les RBMK, c'était le top de la puissance avant l'apparition de l'EPR. Et la centrale nucléaire de Tchernobyl, donc de type RBMK, est située dans l'actuelle Ukraine, sur le bassin de la rivière Pripyat, qui lui sert de source froide. Et elle est constituée de 4 réacteurs de 1000 MW chacun. Et comme vous le savez déjà, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, ça a merdé. Et pas qu'un peu. Et avant d'entrer dans le détail, permettez-moi d'ores et déjà de vous livrer ma conclusion sur ce qui s'est passé. Oui, l'énergie nucléaire est la source de production d'énergie la plus propre et la plus sûre jamais conçue par les humains. Mais en effet, l'énergie nucléaire nécessite d'être encadrée par des organismes responsables, compétents, indépendants et hors de toute interférence politique ou financière. Pour utiliser une analogie simple, tellement simple que même Astronico il l'aura. Vous êtes au courant que l'aviation est statistiquement le mode de transport le plus sûr au monde. Bon si vous prenez un avion qui a 20 000 pieds du sol, que vous collez dans le cockpit un mec raide bourré qui n'a aucune notion de pilotage, que l'aviation soit un mode de transport sûr ou non, ça ne changera strictement rien au fait que vous courez à la catastrophe. Et dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, alors oui, il y a eu des problèmes des défauts de conception, quoi. Oui, on va en parler. Mais il y a surtout eu une succession de dingueries et de décisions plus débiles les unes que les autres, mais vraiment dignes de la fin du régime soviétique. Tout commence le 25 avril 1986, alors qu'un test de sécurité doit être effectué au sein du réacteur numéro 4 de la centrale. Le test consiste à alimenter les pompes de refroidissement du réacteur après un arrêt de celui-ci. Sur le papier, c'est un simple test technique, mais en réalité, si on en reste là, si on s'arrête à ce niveau de l'histoire, déjà ça pue. Oui, parce qu'un tel test avait déjà été effectué en 1982 sur le réacteur numéro 3, et ça avait échoué. Donc les ingénieurs avaient réécrit la procédure, et avaient retenté en 1984, et ça avait échoué. Puis à nouveau en 1985, et ça avait échoué. Et lorsque la procédure est réécrite à nouveau, pléonasme, en 1986, pour le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, les gens qui ont écrit cette procédure ne connaissent pas le réacteur de type RBMK 1000 dans les conditions d'essai qu'il préconise. Je précise, parce que je me rends compte que c'était peut-être pas clair tel que je l'ai dit, que ce test ne concerne globalement que la partie alternateur du système, et pas du tout la partie nucléaire du système. Et ce que ça signifie notamment, c'est que pour faire ce genre de test, il n'est pas nécessaire de faire intervenir l'autorité principale de conception du réacteur, ou l'organisme soviétique de réglementation de la sécurité nucléaire. En gros, les gars peuvent faire leurs tests tranquillou dans leur coin, sans avoir à prévenir les gens qui savent comment ça marche, ni les gens qui sont responsables si jamais ça foire. Et là, je sais, vous allez me dire, mais Bruce, comment est-ce que tu peux dire que ça fait pas du tout intervenir la partie nucléaire du système, alors que le test s'effectue après un arrêt du réacteur? C'est nécessairement lié au nucléaire. Eh ben, tout simplement parce que l'arrêt du réacteur numéro 4 est d'ores et déjà prévu pour maintenance. Voilà. Donc, c'est pas le test qui fait arrêter le réacteur nucléaire pour ensuite le relancer et faire le test. Le réacteur est arrêté de toute façon. Et quand il redémarre, hop, ils font leur test. Et donc, le 25 avril 1986, le test doit être effectué et l'équipe qui est en place à ce moment-là a été spécifiquement formée pour l'exécution de la procédure de test. Il est nécessaire pour ce test que le réacteur fonctionne plutôt à bas régime. Donc, on va mettre en place les fameuses barres de contrôle pour limiter la réaction en chaîne et donc la puissance du réacteur. Et lorsque l'équipe du jour prend son service à 8 heures du matin, 152 des 167 barres de contrôle sont dans le réacteur. À ce moment-là, la puissance du réacteur numéro 4 est d'environ 1600 MW thermiques. Bon, vite fait, on parle des unités, comme ça on est clair. Pour ce qui nous concerne, il va y avoir 3 unités qui vont nous intéresser. Le mégawatt thermique, le mégawatt et le mégawatt électrique. Le mégawatt thermique, c'est la puissance en entrée de turbine. C'est-à-dire, c'est toute la quantité de chaleur qui est produite par le réacteur. Le mégawatt classique, ça c'est la puissance qui est produite par la turbine. C'est ce qu'on pourrait appeler la puissance brute, oui, parce qu'il y a également la puissance nette, le mégawatt électrique. C'est la puissance qui est fournie, si vous voulez, à l'extérieur par la centrale. La puissance nette, assez simplement, c'est la puissance brute moins ce qu'il est nécessaire de puissance pour faire tourner la centrale. Grosso modo, une centrale nucléaire a besoin de 5% de sa puissance pour tourner, pour son fonctionnement interne. Donc globalement, la puissance nette, c'est à peu près 95% de sa puissance brute. Et comme la puissance électrique ne représente que globalement un tiers
de la puissance thermique en entrée de turbine, bah, ça veut dire que notre réacteur numéro 4, qui délivre 1600 MW thermique, il est globalement autour de 500 ou 550 mégawatts électriques. Normalement, à ce moment de l'histoire, d'après les recommandations du constructeur, qui, je le rappelle, ignore l'existence de ce test, le réacteur doit être à l'arrêt. Mais c'est pas ce qui est marqué dans la procédure de test. Procédure de test, donc, qui a été écrite par des gens qui ne savent pas que le réacteur est censé être à l'arrêt. Ce qui fait que l'équipe du jour décide de retarder l'arrêt du réacteur afin de pouvoir effectuer leur test. Le chef de l'équipe du jour, Igor Kazachkov, dira par la suite « Aucun d'entre nous n'a imaginé que cela pouvait provoquer un accident nucléaire. Nous savions qu'il était interdit de retarder l'arrêt, mais nous n'y avons pas pensé. Mais si j'avais arrêté le réacteur, j'aurais eu droit à une sévère correction. » Le gars a simplement peur de se faire virer, en fait. Et ce qui est fou à se dire, c'est que si le gars avait effectivement arrêté le réacteur, il n'y aurait jamais eu de catastrophe nucléaire à Tchernobyl. Mais le gars aurait vraisemblablement été viré. Et donc, l'équipe de jour poursuit la procédure de test sans arrêter le réacteur, donc, et procède à l'isolement du système de refroidissement de secours du cœur du réacteur. C'est-à-dire que quand on décide à ce point d'enchaîner les mauvaises décisions, à un moment donné, enfin, c'est presque du jazz, en fait. Sauf que pendant ce temps-là, il se trouve que dans une autre centrale en Ukraine, il y a un réacteur qui s'est retrouvé déconnecté du réseau. Et donc, le régulateur, qui, je le rappelle, ne sait pas qu'il y a une procédure de test en cours, demande à Tchernobyl de maintenir la puissance du réacteur numéro 4 pour répondre à la demande au moins jusqu'en début de soirée quand ça se calmera. Et comme le test nécessite que la puissance du réacteur soit plus basse que celle qui est maintenue pour l'instant, on décide de retarder la procédure de test et de simplement maintenir la puissance du réacteur numéro 4 telle quelle pour répondre donc aux demandes du régulateur. Et donc le moteur numéro 4 continue de tourner à mi-puissance. Et là, il va y avoir un léger problème qui est dû à la conception même des réacteurs de type RBMK 1000. C'est que maintenir le réacteur à mi-puissance, ça a un effet indésirable. La production de xénon 135. Parenthèse. Le xénon 135 est un sous-produit de la fission nucléaire particulièrement gênant dans un réacteur qui est en bas régime. En effet, le xénon 135 est un absorbeur de neutrons. Donc il va avoir une tendance naturelle à ralentir la réaction en chaîne et donc à faire baisser la puissance du réacteur. Et là, vous l'avez compris, ce qu'on risque, c'est un autre type de réaction en chaîne, en fait. Le régime du réacteur baisse, ce qui produit du xénon 135, qui va absorber des neutrons, ralentir la réaction en chaîne, qui va faire baisser le régime du réacteur. La conséquence, c'est que si on ne fait rien, on risque l'étouffement, on parle d'empoisonnement du réacteur. Et ça va jusqu'à provoquer son arrêt de manière intempestive. Là, le truc, si vous voulez, c'est que le régulateur a demandé à Tchernobyl de maintenir la puissance du réacteur. Donc, il n'est absolument pas question de laisser le xénon 135 faire baisser la puissance du réacteur numéro 4. Sauf que là, maintenant, il est 16 heures et que l'équipe du jour s'en va et est remplacée par l'équipe du soir. Équipe du soir qui est au courant qu'une procédure de test était prévue aujourd'hui, mais qui ne connaît strictement rien à cette procédure de test, puisqu'elle était censée être terminée avant qu'ils arrivent. Donc là, le chef, il constate quand même que le système de refroidissement d'urgence du cœur du réacteur a été déconnecté, mais il se dit que ce serait une tannée sa mère de le reconnecter, si le but, c'est, dans quelques heures, de finalement faire ce test et donc de le redéconnecter, quoi. Donc il le laisse déconnecter. Bah ouais, je veux dire, c'est pas si grave de laisser déconnecter un truc qui s'appelle système de refroidissement d'urgence du cœur du réacteur. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, pour être tout à fait honnête, le fait que ce truc de refroidissement d'urgence du cœur du réacteur ait été déconnecté, ça n'aura strictement aucune incidence sur l'accident qui va se produire. Mais c'est juste pour dire que simplement le fait que le gars ait été OK de voir ce truc éteint en se disant « ouais, bah OK », ça en dit long sur le niveau de connaissance de sécurité qu'avaient les équipes. Le régulateur appelle Tchernobyl à 21h pour dire au chef d'équipe « c'est bon, voilà, vous allez pouvoir faire votre test comme vous voulez à partir de 22h, merci d'avoir tenu la route jusque-là, allez, salut !» Mais le chef d'équipe, Yuri Trehub, alors lui, ça fait depuis 16 heures qu'il est arrivé, qu'il a étudié la procédure de test, parce que il s'est bien dit, ça va tomber sur moi, faut quand même que je sache de quoi il s'agit. Le mec voulait être prêt. Mais il reçoit l'ordre d'attendre l'arrivée d'Anatoly Dyatlov.
ingénieur en chef adjoint de la centrale. Lui était déjà là toute la journée, il est parti à 16h pour se reposer, puis là, il est censé revenir. Djatlov, donc, qui a été prévenu que c'est bon, le test va pouvoir être effectué, il part de chez lui autour de 21h et il arrive à la centrale à 23h. Parce qu'il est venu à pied. J'ai pas besoin de préciser que le mec n'avait pas de téléphone portable. Djatlov, maintenant, quand il arrive à 23h, il dit à Trehub, on va attendre pour le test, parce qu'il y a un changement d'équipe à minuit. Donc ça sert à rien le test il dure plusieurs heures, ça sert à rien de commencer à 23h avec une équipe qui va se barrer dans l'heure, quoi. Donc on va attendre qu'il soit minuit. On va attendre l'équipe de nuit. Et juste, Trehub et son équipe, ils font baisser progressivement la puissance du réacteur jusqu'à minuit. Minuit, l'équipe de nuit arrive, et alors eux, comment vous dire? C'est-à-dire que non seulement ils savent pas du tout comment faire ce test, mais alors eux, ils étaient même pas au courant qu'il y avait un test. Je veux dire, normalement, si les délais avaient été respectés, ça fait des heures que le test est terminé, et eux, vraisemblablement, ils auraient juste eu à refroidir un peu le réacteur. C'est bon, ça c'est des procédures, ils connaissent, quoi. Donc, on continue de faire baisser la puissance du réacteur numéro 4 jusqu'à 720 MW thermique, environ 250-260 MW, et gardez en tête que, quand le réacteur va passer sous la barre des 700 MW thermiques, là, la production de Xénon 135, ça va faire empoisonnement du réacteur, arrêt du truc, voilà. Prévu, quoi. À minuit 28, la puissance du réacteur est de 500 MW thermique, et là, les opérateurs, ils arrivent tout simplement plus à maintenir la puissance du réacteur. Le truc est en train de s'effondrer. Et Toptounov, le gars qui, entre autres choses, est responsable du déplacement des barres de contrôle, fait une boulette. Oui, là, il y a boulette. Il fait passer par erreur, le régulateur des barres de contrôle de fonctionnel à hors service. Oups. Et donc là, la puissance du réacteur, comment dire, elle va tomber à moins de 30 MW thermiques. L'ennui, c'est que cette puissance-là, qui correspond grosso modo à 10 MW électriques, ça ne suffit tout simplement plus, ne serait-ce qu'à maintenir actives les pompes de refroidissement du réacteur. Vous vous rappelez, c'est les 5% dont je parlais entre le brut et le net. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas suffisamment d'électricité pour faire tourner normalement le machin autour du réacteur. Et donc là, en vrai, la procédure, elle devrait être hyper simple. C'est-à-dire qu'on est en train d'effectuer un test technique qui n'a aucune espèce d'urgence en particulier. Le test, il peut être effectué dans 24 heures, dans 48... Ça ne change rien, c'est pas grave du tout. En revanche, on a un réacteur qu'on n'arrive plus à faire tourner. Donc là, oui, la procédure, elle est simple. On coupe le réacteur complètement pendant 24 heures, le temps de dissiper le Xénon 135, et ensuite, on le rallume normalement et progressivement. Et tout va bien. Mais plutôt que faire ça, Toptounov et Trehub, c'est-à-dire que le gars a décidé de faire des heures sup à Tchernobyl le 26 avril 1986. C'est quand même pas de bol. Toptounov et Trehub, donc, se disent « Hey, mais on n'a qu'à simplement enlever les barres de contrôle du réacteur. Ça va mécaniquement faire remonter la puissance. » Et puis voilà, tout va bien. Donc, il faut bien visualiser que là, à ce stade, les gars, ils font des expériences, en fait. Ils sont là, oui, on va monter celui-là, descendre ici, en faisant tourner, très bien, progrès, technologie facile. Et donc, ils font ça, et en effet, la puissance du réacteur remonte. Et, à environ 200 MW thermiques, le système de régulation de la puissance du réacteur se réactive et stabilise le réacteur. Entre minuit 35 et minuit 45, les alarmes d'urgence concernant les paramètres thermo-hydrauliques se mettent à gueuler et sont ignorées, vraisemblablement à la demande de Djatlov, qui demande à son équipe de l'ignorer si elle escompte avoir un boulot le lendemain. À 1h du matin, on a donc le réacteur qui tourne à 200 MW thermiques, sauf que il y a quasiment plus de barres de contrôle dans le réacteur, là. Le constructeur est très clair, lui, il préconise qu'il y ait toujours au moins 30 barres de contrôle. Et que si, pour une raison X ou Y, il y en a moins de 15, il faut arrêter le réacteur. Tout ça pour dire qu'à 1h du matin, non seulement on n'est plus dans les conditions de procédure du test telles que préconisées, mais on n'est même plus dans les conditions d'exploitation préconisées par le constructeur. Vous le sentez que ça pue du cul très fort ou pas encore? De 1h03 à 1h07, comme prévu par la procédure de test, alors attention, respect, 2 pompes de réserve sont activées pour augmenter le débit de l'eau qui passe par le réacteur. L'eau que le réacteur fait chauffer pour faire de la vapeur. Mais cette augmentation déstabilise le réacteur et il devient difficile de maintenir la pression de la vapeur d'eau et le niveau de l'eau, pas sous forme de l'eau liquide, dans leur plage normale de fonctionnement. Et alors là, la procédure de test est très claire. Il n'y a
Pas de problème, il suffit d'ignorer les alarmes concernant ces paramètres. Oui, voilà, c'est prévu par la procédure que plus personne ne respecte depuis une vingtaine d'heures, et dont les gens qui bossent dessus actuellement ne savaient même pas qu'elle existait avant de prendre leur service. À 1h15, toujours pour la procédure de test, les équipes désactivent successivement le système d'arrêt d'urgence et le système de refroidissement du réacteur. Je répète, les gars désactivent le système qui permet d'arrêter le réacteur, ainsi que le système qui permet de refroidir le réacteur. On fait tourner comme ça, tranquille, vous inquiétez pas de problème. Ici, tout va bien marcher. À 1h19, il y a trop de vapeur dans le réacteur, donc il y a une alarme qui gueule, mais bon, comme d'habitude, Osef, on a l'habitude maintenant. Le problème, en revanche, c'est que la vapeur d'eau absorbe mieux les neutrons que l'eau liquide. Et donc, la puissance du réacteur commence à rebaisser. Bon bah, facile. Comme c'est le fait d'avoir augmenté le débit de l'eau qui a produit ce problème, eh ben, ils décident de couper les 2 pompes de réserve qu'ils avaient activées. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin voulaient pas lâcher là. Et puis ils retirent, parce qu'il en restait quelques-unes, ils retirent quelques barres de contrôle, histoire d'aider le réacteur à reprendre un petit peu de jus, quoi. Il n'y a alors plus que 9 barres de contrôle dans le réacteur. 9 ? Oui, très bien. Faire tourner manivelle, monter puissance, parfait. Donc là, on est sur un réacteur instable, avec moins d'eau qui, mécaniquement, quand même, participe un peu à le refroidir. Et dont on a coupé le système d'arrêt d'urgence, le système de refroidissement, et le système de refroidissement d'urgence. Et alors attention, pas de panique, je veux dire, les réacteurs RBMK, c'est pas non plus conçu à la zob. Ils disposent d'un calculateur qui est capable de prévenir les opérateurs pour leur dire « Hey, attention, parce que là, le réacteur, si ça continue comme ça, il va merder sévère. » Mais il se trouve... c'est ballot. Que d'une part, ce calculateur a besoin de 5 à 10 minutes pour faire ses calculs, et que d'autre part, ce calculateur, il se trouve dans une autre pièce, à 50 mètres de là où sont les opérateurs, qui donc ne voient pas ce que le calculateur peut leur dire. On est maintenant au top procédure, voilà, technologie soviétique, parfait, mécanisme, nickel. À 1h23 et 4 secondes, le test peut enfin commencer. En plus, vous allez voir, là, pour le coup, ça va vraiment être pas long. On ferme les vannes d'alimentation des turbines, mais le réacteur n'est pas arrêté. Ah, et ils ont aussi déconnecté l'alarme d'arrêt d'urgence des turbines au cas où ils auraient besoin de s'y reprendre à plusieurs fois pour leur test. Ça, c'était pas dans la procédure, mais c'est du bon sens, quoi. Oh, Jaja, il y a pas moyen, Jaja. Mais du coup, vous comprenez bien que les pompes de refroidissement du réacteur, qui fonctionnent à l'électrique produite par le réacteur, là, elles tournent à l'inertie des turbines qui sont en train de s'arrêter. Donc, ok, il y a moins d'eau dans le réacteur. Mais cette eau, par contre, elle chauffe. Et elle s'évapore. Et là, vous pouvez vous dire, ah mais cool, ça va absorber les neutrons, ça va faire baisser la puissance du réacteur, ouf, on l'a échappé belle. Mais non. Alors, je rentre pas dans le détail parce que c'est hyper technique, mais en gros, il y a un machin qui s'appelle le coefficient du vide. Et il se trouve que le coefficient du vide de la vapeur, qui plus est lorsque la vapeur n'est pas évacuée du réacteur, puisqu'on a fermé l'arrivée à la turbine, tout ceci fait que ça laisse au contraire passer plus de neutrons et que le réacteur entre dans une rétroaction positive. En gros, il va tourner plus fort, et du fait qu'il va tourner plus fort, il va tourner beaucoup plus fort. Et pensez bien au fait qu'il n'y a à ce moment-là plus de système de refroidissement, que le système d'arrêt d'urgence a été coupé, que le système de refroidissement a de toute façon été coupé aussi, qu'il y a quasiment plus de barres de contrôle dans le réacteur. Staying alive, staying alive. À 1h23 et 25 secondes, la pression en vapeur dans le réacteur devient incontrôlable, provoquant des ruptures et des déformations. Et ça, vous le sentez que c'est une bonne nouvelle ou pas? Notamment des déformations des canaux qui sont censés accueillir les barres de contrôle du réacteur. Vous allez voir, ça va jouer un peu. À 1h23 et 40 secondes, ouf! Enfin, le réacteur s'emballe et le chef d'équipe Alexander Akimov active l'arrêt d'urgence du réacteur pour faire tomber toutes les barres de contrôle dans le réacteur. Tout le monde respire là, à ce moment-là.
Pas pour longtemps, mais tout le monde respire. Manque de peau, et là c'est manifestement un problème de conception de ces putains de réacteurs RBMK. Cette procédure est méga longue. Genre ça prend 20 secondes. Je rappelle, hein, en France, on est autour des 2 secondes. Mais en voyant, parce qu'il est pas con Akimov, en voyant que ça tombe pas assez vite, hein, il voit que c'est descendu de 2,50 m alors que ça devrait être descendu de 7 mètres, là il décide de complètement couper le système afin que ce soit vraiment la gravitation qui fasse tomber les barres de contrôle dans les canaux prévus à cet effet dans le réacteur. Ouais. Sauf que, comme je l'ai dit, les canaux en question, maintenant, ils sont déformés, voire obstrués. Et donc, les barres de contrôle arrivent pas à rentrer dans le réacteur. Elles arrivent à rentrer un petit peu, mais pas à rentrer. Et vous allez voir que le un petit peu, ça va faire chier aussi. Oui, parce que voilà, autre défaut de conception de ces réacteurs RBMK. Alors, les barres de contrôle sont en bord, hein, ça on l'a dit, mais les extrémités de ces barres de contrôle sont en graphite. Pourquoi, je sais pas, mais elles sont en graphite. Le problème, c'est que le graphite va augmenter la réactivité du réacteur. Alors, en temps normal, c'est pas très grave, parce que très rapidement, il y a le reste de la barre de contrôle qui arrive et donc qui fait tomber la réaction en chaîne. Mais là, non. Donc, il y a juste, en gros, le graphite qui va mettre un petit peu d'huile sur le feu, comme ça, et le bord qui est dehors en regardant, en disant, ah, je peux rien faire, là, moi, Désolé. Et pour info, à ce stade, le problème du graphite, on le connaît depuis 1983, donc ça fait 3 ans que toutes les centrales nucléaires à réacteurs de type RBMK ont ce problème potentiellement. Et que rien n'a été prévu pour corriger ce problème. Depuis 1983. Regarde comme il fait beau dehors. C'est l'heure pour aller jouer. Et à 1h23 et 45 secondes, le rayonnement ionisant casse les molécules d'eau, c'est la radiolyse de l'eau, et là on se retrouve avec de l'hydrogène qui explose, et de l'oxygène qui brûle, et là le réacteur produit subitement, plus de 100 fois sa puissance normale. Regarde comme... Ouh là là. Donc là, les 2000 tonnes qui recouvrent le réacteur, ils sont projetés en l'air. Et évidemment, ils retombent sur le réacteur. Et le fracturent. En gros, faut imaginer une explosion de 30 ou 40 tonnes de TNT. Et là, immense incendie un peu partout, si bien que les gars, en fait, sont beaucoup plus préoccupés par le feu que par l'état du réacteur nucléaire. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'à ce stade, les mecs n'ont pas encore pigé la gravité de ce qui vient de se passer. Dyatlov, à ce stade, il va tout de même demander à des ingénieurs stagiaires d'aller manuellement mettre des barres de contrôle dans le réacteur numéro 4. Je sais pas si vous voyez la dinguerie. Bien, à ce stade, Dyatlov, lui, il est persuadé que le réacteur est intact. Bon, les jeunes, ils y vont. Ils voient qu'il est absolument impossible d'approcher le réacteur, qui est complètement enseveli. Ils sont mortellement irradiés, et ils reviennent voir Dyatlov pour leur dire que on peut pas approcher, en fait. Il y a des tonnes de béton sur le truc. C'est impossible de mettre les barres de contrôle dans le réacteur. Et Dyatlov les traite d'incompétents. En vrai, c'est presque beau. À 2h du matin, Dyatlov, il va avec son dosimétriste pour aller prendre des mesures un petit peu dans les installations, pour vérifier que tout va bien, parce que attention, sécurité avant tout, hein, sécurité, hein. On rigole pas avec ça, ici. Hein. Bon, le dosimètre du gars, là, qui est capable de monter jusqu'à je sais pas combien un millier de micro-Röntgen ou de milli-Röntgen, je sais pas, enfin voilà, donc, toujours est-il que son aiguille, elle est à bloc, en fait, le truc, il est comme ça, complètement dépassé par les événements. Heureusement, ils ont un autre dosimètre qui est beaucoup plus puissant, qui peut monter jusqu'à 10 000 Röntgen, mais qui est inaccessible parce qu'il est dans un coffre enfoui sous 2000 tonnes de béton. En revanche, Dyatlov, il s'étonne un petit peu de voir qu'il y a du graphite. C'est bizarre. Le réacteur, normalement, il est nickel, il devrait pas y avoir de graphite qui traîne. Comment c'est possible? Notez qu'il va pas se dire « Oula, il doit y avoir un problème avec le réacteur ». Il va se dire « Le réacteur est nickel ». Le graphite, je comprends pas. À 2h30, Bryukhanov, qui est le directeur général de la centrale, lui, il est quand même venu, quand même. Et il se fie à ce que va lui dire Akimov, et Akimov lui dit, non, le réacteur, il est en parfait état, vous inquiétez pas.
Plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. À 3 heures du matin, on prévient Bryukhanov qu'un détecteur précis a mesuré 15 000 röntgens par heure dans le hall du réacteur numéro 4. Ce à quoi Bryukhanov va dire « Putain, pour sortir un nombre aussi con, il doit être drôlement cassé votre dosimètre, là. Lol. » Pour que vous ayez une notion, 15 000 röntgens, c'est à peu près 150 sieverts. Et une radiologie, une radio de la colonne vertébrale, c'est une grosse radio, on est de l'ordre de 1,9 sieverts. Non, pardon. 1,9 millisieverts. 1,9 millième de sievert. Les survivants d'Hiroshima, ils ont pris 0,5 sievert. Là, on parle de 150 sieverts. À 4 heures du matin, Bryukhanov appelle le ministère de l'Énergie pour leur expliquer que le réacteur numéro 4 n'est vraisemblablement pas endommagé. Et c'est en gros, à partir de ce moment-là, que les gens vont commencer à vomir. Et à mourir. Et la suite, on la connaît. Alors, je vais pas en parler maintenant, peut-être que j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, mais je veux dire, là, c'était vraiment pas l'objet. Non, là, je voulais vraiment me concentrer sur le déroulé de ce qui a provoqué cette catastrophe pas du tout naturelle. Oui, je précise pas du tout naturelle parce que figurez-vous qu'il existe une théorie du complot, bah évidemment, hein, qui veut que la catastrophe de Tchernobyl soit en réalité due à un tremblement de terre. Oui. Et c'est vrai que les sismographes ont enregistré une activité sismique qui, quand on la mesure, tout ça, bah, ça correspond à un tremblement de terre d'environ 2,6, 2,7 sur l'échelle de Richter, et dont l'épicentre serait situé, bah, pile à Tchernobyl, quoi. Le truc, c'est que ces sismographes ont enregistré cette activité 5 secondes après l'explosion. Donc, en réalité, les sismographes ont enregistré l'onde de choc de l'explosion. Et même si vous n'êtes pas convaincu par la précision des sismographes et que vous êtes convaincu que si, c'était un tremblement de terre, là, outre être très con, sachez qu'il n'y a aucun monde dans lequel un tremblement de terre de 2,6 sur l'échelle de Richter fait exploser un réacteur d'une centrale nucléaire 5 secondes plus tard. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Noël. J'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes comme moi sensible à la magie de Noël, pensez bien à liker, à commenter et à partager cet épisode. Pensez bien à vous abonner ou à vous réabonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui seront dans la hotte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Ho ho ho. Et prenez le temps d'y penser. Et joyeux Noël.